Le grondement sourd du volcan s'est élevé, semblant vibrer sous mes pieds. C'était un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant, quelque chose d'inhabituel, de menaçant. Ce jour-là, je me tenais dans la cuisine de ma maison, en train de préparer le déjeuner, lorsque le tremblement a secoué tout le village. J'ai levé les yeux vers la fenêtre, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un nu de cendres s'élevait dans le ciel, obscurcissant le soleil et plongeant notre paisible village dans l'angoisse. Les enfants jouaient à l'extérieur, insouciants de la catastrophe imminente. J'ai appelé mes deux fils, Lucas et Thomas, pour les ramener à l'intérieur. Leur innocence contrastait brutalement avec la terreur qui montait en moi. Je me suis précipité à l'extérieur, observant les voisins qui, comme moi, émergeaient de leur maison, les visages pâles d'inquiétude. Le bruit du volcan était devenu un rugissement, et les cendres commençaient à tomber comme une neige noire. Le maire, Thomas, a rassemblé tout le monde au centre communautaire, un bâtiment que nous considérions comme un havre de sécurité. J'ai emmené mes enfants avec moi, essayant de calmer mes propres frissons d'angoisse. À l'intérieur du centre, l'atmosphère était électrique. Les villageois murmuraient, échangeant des regards inquiets. Thomas a pris la parole, sa voix tremblant légèrement alors qu'il annonçait l'éruption. Les routes étaient déjà bloquées par des débris, et la panique s'est rapidement installée. Les rumeurs circulaient, l'évacuation serait impossible. Les larmes de ma femme, Émilie, ont coulé silencieusement sur ses joues alors qu'elle se tenait à mes côtés. Nous avons tenu nos enfants contre nous, espérant que l'imminence de la catastrophe ne nous atteindrait pas. Je sentais la terreur s'enrouler autour de moi comme un serpent, étouffant mon esprit. Les murs du centre communautaire semblaient se resserrer, tandis que le grondement du volcan résonnait au loin, plus fort et plus menaçant. Les heures se sont écoulées, mais l'éruption ne montrait aucun signe d'apaisement. Nous avons passé le reste de la journée à écouter le bruit du volcan, à attendre, à espérer que cela ne deviendrait pas notre réalité. Mais la nuit est tombée, et avec elle, un sentiment de désespoir s'est installé. Les enfants ont commencé à pleurer, et je me suis demandé combien de temps nous pourrions tenir. Le lendemain matin, la cendre recouvrait tout comme un épais manteau gris. Je me suis réveillé, le cœur lourd, et j'ai trouvé Émilie assise sur le bord du lit, les yeux rivés sur le mur. Thomas avait convoqué une réunion d'urgence au centre communautaire. Les villageois se sont rassemblés, et une détermination collective a commencé à émerger au milieu du chaos. La réalité de notre situation était accablante. Nos provisions de nourriture et d'eau étaient limitées. Thomas a proposé d'envoyer une équipe pour récupérer des ressources dans les fermes voisines avant qu'elles ne soient englouties par la lave. La décision a été prise rapidement. J'ai senti un frisson parcourir mon échine en réalisant que chaque minute comptait. Émilie a insisté pour que je fasse partie de l'équipe. Elle savait que je n'étais pas du genre à reculer face à l'adversité. Les visages des villageois étaient marqués par l'angoisse et la peur, mais une lueur d'espoir a brillé dans leurs yeux. Nous étions unis, déterminés à lutter ensemble pour notre survie. Le groupe s'est préparé, prenant ce que nous pouvions. Des bouteilles vides, des sacs à dos et quelques outils. Nous avons décidé de nous séparer en deux équipes pour couvrir plus de terrain. L'air était épais de cendres, et chaque respiration était un combat. En sortant du centre communautaire, j'ai vu mes enfants, l'innocence de leur jeunesse contrastant avec la terreur qui pesait sur nous. Nous avons pris la route vers les fermes, le paysage autrefois verdoyant maintenant transformé en un désert aride. Les murs de cendres s'élevaient autour de nous comme des géants endormis. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, et la chaleur du volcan se faisait sentir, imprégnant l'air d'une odeur de soufre. En atteignant la première ferme, nous avons trouvé des provisions encore intactes. Je suis tombé sur une boîte de conserve de haricots, un petit trésor au milieu de ce désastre. Mais alors que nous rassemblions des vivres, un grondement plus fort que jamais a résonné. La terre a tremblé, et un frisson de terreur a parcouru mon dos. La coulée de lave se dirigeait vers nous, une vague de destruction inévitable. Je me suis retourné, criant à mes compagnons de se dépêcher. Nous avons chargé tout ce que nous pouvions dans nos sacs et avons couru vers le village, le cœur battant à tout rompre. En revenant, j'ai vu des flammes s'élever au loin, et la réalisation que nous n'avions que peu de temps avant que tout cela ne soit englouti nous a fait courir plus vite. De retour au village, le spectacle était terrifiant. La coulée de lave avait déjà dévoré plusieurs maisons à la périphérie, laissant derrière elle des ruines. Je pouvais entendre les cris des villageois qui se battaient pour protéger ce qui restait. La chaleur intense nous frappait comme un mur, et la sueur coulait le long de mon front. Sans perdre un instant, les villageois se sont rassemblés pour construire des digues de fortune. Nous avons pris des sacs de sable et des débris, empilant tout ce que nous pouvions pour tenter de détourner le flux de lave. Chaque minute comptait, mais l'effort collectif semblait donner un sens à notre lutte. La vue de la lave dévalant les pentes était à la fois fascinante et horrifiante. La lumière orangée se reflétait dans les visages des villageois, et j'ai vu des expressions de peur mêlées à la détermination. Le bruit du volcan résonnait comme une mélodie macabre, une symphonie de destruction. Nous avons travaillé sans relâche, créant des barricades et renforçant les digues. Les flammes léchaient le ciel,
et je sentais la chaleur intense sur ma peau, une sensation désagréable et oppressante. Mon esprit était en ébullition alors que je réalisais que notre temps était compté. J'ai croisé le regard d'Émilie, qui était devenue notre force, dirigeant les efforts des villageois avec une détermination inébranlable. Je savais qu'elle était tout aussi effrayée que moi, mais elle avait réussi à cacher sa peur derrière une façade de courage. Nous avons tous partagé cette lutte commune, mais je savais que chacun portait son propre fardeau. Alors que la lave avançait, je me suis senti piégé entre l'angoisse et la colère. Pourquoi le volcan avait-il choisi notre village? Les larmes de mes enfants me revenaient en mémoire, leur rire maintenant étouffé par la terreur. Chaque instant semblait être un défi à notre volonté de survivre. La nuit est tombée, mais nous n'avons pas cessé de travailler. Les lumières des torches brillaient comme des étoiles dans l'obscurité, et la détermination des villageois était palpable. Nous étions unis, une communauté prête à affronter la destruction ensemble. Je savais que nous devions tenir bon, coûte que coûte. Le jour suivant, le ciel était devenu noir, comme si la nuit s'était installée en plein jour. Les cendres tombaient comme une pluie silencieuse, recouvrant le village d'une couche épaisse et sinistre. Chaque respiration devenait un défi, et je me suis retrouvé à chercher désespérément de l'air frais. Les masques de fortune que nous avions fabriqués avec des vieux tissus semblaient impuissants face à la gravité de la situation. En sortant de ma maison, j'ai été frappé par l'absence de lumière. La vue d'un paysage familier transformé en un tableau de désolation était déchirante. Les rues étaient désertes, et les cris des enfants avaient disparu. Je pouvais sentir le désespoir flotter dans l'air. Les villageois se sont rassemblés au centre communautaire, où Thomas tentait d'organiser une réponse collective. Il a proposé de chercher des moyens de filtrer l'eau, car les réservoirs étaient contaminés. Nos rations d'eau diminuaient rapidement, et la peur de la soif était tout aussi présente que celle de la lave. Les enfants, qui étaient normalement si joyeux, se tenaient près de leurs parents, l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Lucas et Thomas, mes fils, m'ont regardé avec des yeux pleins de questions. J'ai essayé de leur sourire, mais la vérité était que je me sentais piégé dans un cauchemar dont je ne savais pas comment sortir. Nous avons commencé à rassembler des seaux et des bouteilles, espérant filtrer l'eau que nous avions encore. Mais la tâche semblait insurmontable. Les cendres polluaient tout, et chaque goutte d'eau devenait précieuse. La réalité de notre situation pesait lourdement sur nos épaules, et j'ai senti la désolation m'assaillir. Au fur et à mesure que les heures passaient, les visages des villageois se fermaient, usés par la fatigue et l'angoisse. Thomas a proposé d'envoyer une équipe en quête d'eau, mais l'idée de s'aventurer à l'extérieur dans cette obscurité était terrifiante. Nous avons finalement décidé de faire des tours, essayant de rester vigilants, tout en scrutant les mouvements des coulées de lave qui se rapprochaient. La nuit est tombée, et avec elle, un silence angoissant a enveloppé le village. Le bruit du volcan était devenu sourd, comme un souffle fatigué. Le ciel continuait de s'assombrir, et je me suis retrouvé à réfléchir à l'incertitude de notre avenir. Que devrions-nous faire? Comment allions-nous survivre? Émilie, avec son courage habituel, a tenté de maintenir l'espoir. Elle a rassemblé les enfants autour d'elle, leur racontant des histoires pour les distraire. Je la regardais, admirant sa force, même si je voyais la peur briller dans ses yeux. Nous devions être là les uns pour les autres, mais la pression de la situation devenait écrasante. Les jours suivants furent marqués par des tremblements de terre incessants, et chaque secousse devenait de plus en plus forte. J'ai commencé à ressentir un sentiment de fatalisme s'emparer de moi, un pressentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Et puis, cela arriva. Un bruit fracassant a résonné dans l'air. J'étais en train de rassembler des provisions lorsque j'ai vu une maison s'effondrer au loin. Les cris des villageois ont retenti, et un vent de panique a balayé le village. J'ai couru, mon cœur battant à tout rompre, sachant que Sarah, une amie de longue date, était à l'intérieur. Nous avons tenté de soulever les décombres, mais les cris de désespoir résonnaient tout autour de nous. Les larmes aux yeux, je me suis battu avec la douleur et la perte, tandis que d'autres villageois se joignaient à notre lutte pour sauver Sarah. Mais alors que les secondes se transformaient en minutes, la réalité s'est imposée, les chances de la retrouver vivante diminuaient. Les secousses continuaient à secouer le sol sous nos pieds, et chaque mouvement rendait la situation encore plus précaire. Nous étions pris au piège entre le besoin de sauver nos amis et la peur de voir le reste du village s'effondrer. Le désespoir était palpable. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, nous avons réussi à soulever suffisamment de débris pour atteindre Sarah. Elle était là, inconsciente mais vivante. Nous l'avons tirée hors des décombres, le cœur battant, espérant qu'elle soit en vie. Les cris de soulagement des autres villageois étaient mêlés aux pleurs de chagrin pour ceux que nous avions perdus. Nous avons transporté Sarah au centre communautaire, où nous avons tenté de la réanimer. Les villageois étaient fatigués, mais chacun d'entre nous se battait contre l'angoisse, s'accrochant à l'espoir. La survie était devenue notre priorité absolue, mais à quel prix? À l'intérieur du centre, les visages étaient fatigués et marqués par l'angoisse.
Nous avons dressé un bilan de la situation, et les ressources se faisaient rares. Les provisions diminuaient, et le froid s'installait. Les enfants étaient inquiets, leur rire s'étant évanoui, remplacé par un silence lourd. Alors que nous étions assis en cercle, discutant de nos options, je me suis rendu compte que notre communauté était plus forte que jamais. Malgré la peur, l'incertitude et la douleur, nous étions là les uns pour les autres. Nous devions nous battre pour nos vies, mais aussi pour celles de ceux que nous aimions. La contamination de notre source d'eau a été un coup dur pour nous. Nous avons rapidement découvert que l'eau des réservoirs était devenue non seulement trouble, mais potentiellement mortelle. Les jours passaient, et les effets de la déshydratation commençaient à se faire sentir. Les visages des villageois s'amaigraient, et la fatigue était écrasante. Nous avons cherché des moyens de filtrer l'eau, mais chaque tentative semblait vaine. Les cendres s'infiltraient partout, et même l'eau que nous avions réussi à collecter était contaminée. Les enfants avaient soif, et je pouvais voir leur état se détériorer, leurs yeux perdant leur éclat. Émilie et moi avons pris la décision d'envoyer une équipe pour explorer les environs à la recherche de nouvelles sources d'eau. Nous avons pris des seaux et des bouteilles, espérant qu'un ruisseau ou une source cachée pourrait encore exister. La tâche était périlleuse, et la peur de la lave nous hantait à chaque pas. En chemin, nous avons découvert des flaques d'eau, mais elles étaient si sales que nous ne pouvions même envisager de les utiliser. Le soleil s'était voilé derrière un nu de cendres, rendant l'air encore plus lourd. Je me suis senti impuissant, comme si chaque effort était un coup d'épée dans l'eau. Lorsque nous sommes finalement revenus au village, les visages étaient marqués par l'inquiétude. Les enfants réclamaient de l'eau, et je me sentais impuissant à les rassurer. Émilie a proposé d'essayer de faire bouillir l'eau, mais il nous manquait le combustible. Nous avons décidé de nous rendre dans les maisons abandonnées à la recherche de vieux récipients et de tout ce qui pourrait nous aider. La situation était désespérée, nous avions perdu notre source d'eau, et l'espoir d'en trouver une autre s'amenuisait. La fatigue pesait sur nous, et chaque jour devenait un combat. Nous devions rester forts, mais comment faire face à une adversité si implacable ? Le désespoir est devenu palpable lorsque les premiers secours ont tenté de nous atteindre par les airs. L'hélicoptère, vrombissant dans le ciel, était notre dernier espoir. Nous avions hâte de voir une lueur d'espoir se profiler à l'horizon, mais cela ne se produisit pas. L'hélicoptère a fait une tentative de descente, mais une épaisse fumée s'est élevée, le forçant à faire demi-tour. L'espoir s'est transformé en désespoir alors que nous regardions l'hélicoptère s'éloigner. Les cris de frustration et de chagrin résonnaient dans l'air. Les secours avaient décidé que la situation était trop dangereuse, et nous restions piégés dans notre village en proie à la destruction. Nous avons passé la nuit à scruter le ciel, espérant voir un autre hélicoptère, mais rien ne vint. Les nuits devenaient de plus en plus sombres, et le bruit du volcan continuait de rugir. Chaque jour, la situation s'aggravait, et la peur de l'inconnu pesait lourdement sur nos cœurs. Les villageois commençaient à perdre espoir, et la colère grandissait parmi nous. J'ai senti que nous devions prendre les choses en main. Thomas a convoqué une réunion pour discuter de nos prochaines étapes. Nous avons échangé des idées, mais chaque plan semblait voué à l'échec. Nous étions bloqués, acculés par les forces de la nature. Les enfants, impassibles, se débattaient avec leurs propres peurs. J'ai pris Lucas et Thomas dans mes bras, essayant de leur apporter un peu de réconfort. Émilie a pris une profonde inspiration, déterminée à ne pas céder à la panique. Elle a proposé de faire des signaux de détresse à l'aide de feux de camp, espérant attirer l'attention des secours. Les nuits étaient devenues des épreuves, et je me suis retrouvé à réfléchir à ce que nous devions faire pour nous en sortir. Le volcan continuait de cracher sa colère, et chaque jour devenait un défi à notre survie. La lutte pour l'eau, la nourriture et la sécurité ne faisaient qu'intensifier. Les jours suivants, la lutte pour l'eau est devenue notre priorité absolue. Nous avons commencé à rationner les gouttes que nous avions encore, mais chaque goutte était précieuse. Les enfants, affamés et assoiffés, regardaient avec des yeux affamés, leur rire s'étant évaporé. Émilie, avec son courage inébranlable, a tenté de maintenir le moral de la communauté, mais la fatigue était écrasante. Les tentatives de filtration de l'eau étaient vaines. Nous avons parcouru le village à la recherche de solutions, mais chaque source semblait contaminée. J'ai commencé à sentir le désespoir s'emparer de moi, et la peur de voir mes enfants souffrir devenait insupportable. Un jour, alors que nous fouillions une maison abandonnée, nous avons découvert un ancien puits. L'eau à l'intérieur semblait trouble, mais c'était peut-être notre seule chance. Nous avons essayé de descendre un seau pour en tirer de l'eau, mais la corde était trop courte. J'ai décidé de descendre moi-même. C'était une tâche difficile et dangereuse. La paroi du puits était glissante, et chaque mouvement était un combat. Je suis finalement parvenu à atteindre l'eau, mais en l'examinant de plus près, j'ai réalisé qu'elle était contaminée. Déçu, je suis remonté à la surface, réalisant que même nos espoirs les plus fous étaient souvent déçus. La situation devenait de plus en plus désespérée. Les enfants souffraient, et je voyais leur visage devenir pâle. Émilie a pris la décision de rassembler tous les villageois pour discuter des solutions possibles. Chaque minute comptait, et nous ne pouvions pas rester les bras croisés.
Nous devions agir. Les jours passèrent, et la situation s'aggrava. La chaleur du volcan était accablante, et chaque jour était un combat pour survivre. Nous avions épuisé toutes nos ressources, et les enfants étaient de plus en plus faibles. Émilie et moi avons commencé à désespérer, craignant que notre combat soit vain. Un matin, alors que nous explorions les environs, une lueur d'espoir est apparue. Nous avons découvert une source cachée derrière des rochers. L'eau y coulait avec une force étonnante, et elle semblait claire. Nous avons dû agir rapidement, sachant que la lave s'approchait lentement. Nous avons commencé à rassembler des seaux et des bouteilles, remplissant tout ce que nous pouvions. Chaque goutte que nous récoltions était précieuse. Nous avons partagé l'eau avec les enfants, les rendant un peu plus joyeux. Mais en réalité, nous savions que cette source était peut-être temporaire. La menace de la lave pesait toujours sur nous, et nous devions nous préparer à l'inévitable. Nous avons décidé de créer un plan d'évacuation en cas de besoin. Nous devions être prêts à partir à tout moment, à tout laisser derrière nous. Les villageois se sont unis, cherchant des moyens de transporter nos biens essentiels. Les enfants étaient toujours là, jouant et riant, mais au fond, je savais qu'ils ressentaient la tension qui régnait. Un sentiment de détermination a commencé à se former dans la communauté. Nous avions trouvé une source d'eau, et cela nous a redonné espoir. Mais ce sentiment de soulagement était fragile, et je savais que nous devions être prudents. La menace du volcan était omniprésente, et nous devions rester vigilants. Alors que nous commencions à nous sentir un peu plus en sécurité, le volcan a révélé sa colère. Un grondement assourdissant a résonné à travers la vallée, et la terre a tremblé sous nos pieds. Les cendres ont commencé à tomber comme une pluie mortelle, et j'ai immédiatement su que nous étions en danger. La coulée de lave, autrefois éloignée, était maintenant à nos portes. J'ai crié à tous de se rassembler, de se préparer à évacuer. Le chaos a éclaté alors que les villageois couraient dans tous les sens, essayant de rassembler leurs affaires. Les enfants pleuraient, et je me suis senti écrasé par l'urgence de la situation. Émilie a pris les mains de nos fils, essayant de les rassurer au milieu de la panique. Nous avons commencé à avancer vers la route, mais le chemin était bloqué par des débris et des cendres. Le souffle chaud de la lave était à nos côtés, et chaque seconde était un combat pour survivre. Le bruit du volcan était devenu assourdissant, et je savais que nous devions faire vite. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai crié pour que tout le monde suive. Nous avons avancé, luttant contre la chaleur et la poussière, nos cœurs battant à tout rompre. Chaque pas était une lutte contre le désespoir, mais la détermination de la communauté était palpable. Nous étions tous dans le même bateau, unis par notre désir de survivre. La coulée de lave était maintenant visible, dévalant les pentes comme un serpent de feu, et je savais que nous n'avions pas beaucoup de temps. La fuite a été un véritable cauchemar. Nous avons commencé à avancer vers la route principale, mais les débris encombraient le chemin. Les enfants, épuisés et terrifiés, se sont accrochés à nous, leurs petites mains tremblant de peur. Émilie faisait de son mieux pour les rassurer, mais je voyais la peur dans ses yeux. Nous avons atteint un pont, mais il était encombré de voitures abandonnées et de débris. Le bruit du volcan résonnait dans nos oreilles, et je savais que chaque seconde comptait. Nous avons commencé à escalader les voitures, essayant de trouver un chemin sûr à travers le chaos. Le pont tremblait sous nos pieds, et je pouvais sentir la chaleur de la lave qui se rapprochait. J'ai jeté un regard en arrière, et j'ai vu des flammes lécher les maisons, engloutissant tout sur leur passage. Les cris des villageois résonnaient autour de nous, et j'ai su que nous devions nous battre pour notre survie. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai commencé à ressentir une vague de désespoir m'envahir. Nous avions perdu tant de choses, et la pensée de ce qui nous attendait au-delà du pont était accablante. Mais Émilie a pris la parole, sa voix forte et résolue. Nous allons nous en sortir, ensemble. Ces mots résonnaient en moi, me donnant la force de continuer. Nous avons finalement atteint l'autre côté du pont, mais la route était bloquée. Je me suis retourné et j'ai vu la coulée de lave s'approcher, un monstre vorace, et j'ai su que nous devions agir rapidement. Nous avons commencé à marcher le long du sentier, nos cœurs battant à tout rompre. La chaleur était insupportable, et je me suis senti épuisé. Chaque pas était un défi, mais nous étions unis dans notre lutte pour survivre. La montée vers les collines était ardue. Les cendres rendaient le chemin glissant, et je pouvais sentir la fatigue s'installer dans mes jambes. Nous avons finalement atteint une clairière, et la vue qui s'offrait à nous était à la fois belle et déchirante. D'un côté, le volcan crachait de la lave, et de l'autre, notre village s'effondrait sous les cendres. Je me suis assis sur une pierre, le souffle court, et j'ai pris un moment pour réfléchir à notre situation. Émilie et les enfants étaient à mes côtés, mais je savais que le danger était loin d'être écarté. Nous avons établi un camp temporaire dans la clairière. Émilie a commencé à rassembler des branches pour un feu, tandis que je surveillais le paysage. Les visages des enfants étaient marqués par la fatigue, mais l'espoir brillait encore dans leurs yeux. Je savais que nous devions être vigilants. À la tombée de la nuit, nous avons allumé un feu, et la chaleur douce qui en émanait a été apaisante.
Nous avons partagé les dernières rations de nourriture que nous avions, et même si nous étions tous affamés, il y avait un sentiment de camaraderie parmi nous. Émilie a commencé à raconter des histoires pour distraire les enfants, et j'ai senti la tension diminuer. La nuit était silencieuse, mais je savais que le volcan ne se tairait pas si facilement. Nous devions rester alertes, prêts à fuir si besoin. En regardant les étoiles, je me suis demandé si nous pourrions un jour retrouver notre vie d'avant. Les souvenirs des rires des enfants résonnaient en moi, mais je savais que notre lutte n'était pas terminée. Le lendemain, le paysage avait changé. La lave, ayant atteint des limites insoupçonnées, avait commencé à ralentir. Nous étions tous assis autour du feu, observant l'horizon. Il y avait une lueur d'espoir qui perçait à travers les cendres, et je pouvais sentir une nouvelle énergie en nous. Nous avons décidé d'envoyer une équipe pour explorer les environs, espérant trouver un moyen de contacter les secours. Les enfants, toujours effrayés mais résilients, ont aidé à préparer les rations. Émilie a pris la tête de l'équipe, déterminée à ne pas abandonner. Nous avons commencé notre expédition à travers les collines, nos cœurs remplis d'espoir. La vue était à couper le souffle, mais le danger restait présent. Chaque bruit, chaque mouvement était un rappel constant de la menace qui pesait sur nous. La terre était encore chaude sous nos pieds, et nous savions que nous devions être prudents. Après quelques heures de marche, nous avons découvert une clairière avec des fleurs colorées qui émergeaient des cendres. C'était un symbole de résilience, un rappel que la vie pouvait encore fleurir même dans les moments les plus sombres. Nous avons pris cela comme un bon présage et avons continué à avancer. Nous avons finalement atteint un point élevé, où nous avons pu voir le village. Les dégâts étaient dévastateurs, mais il restait encore des signes de vie. J'ai ressenti une vague d'émotion en voyant cela, et je savais que nous devions agir rapidement. Nous avons décidé de mettre en place des signaux pour attirer l'attention des secours. Nous avons commencé à rassembler des branches et à allumer un feu sur le sommet des collines, espérant que la fumée attirerait l'attention des hélicoptères. Émilie, avec son esprit combatif, a pris la tête de l'opération. Elle a dirigé les enfants pour qu'ils rassemblent tout ce qu'ils pouvaient trouver pour rendre le signal aussi visible que possible. Alors que nous étions occupés, un bruit sourd a résonné dans le ciel. Nous avons tous levé les yeux et avons vu un hélicoptère apparaître à l'horizon. La peur et l'excitation se mêlaient en moi, et j'ai senti une bouffée d'espoir se lever. Nous avons agité nos bras et crié, espérant être vus. L'hélicoptère a fait une première passe, puis a tourné pour descendre lentement. C'était notre chance. Nous étions si proches de la sécurité, et pourtant, la peur de l'échec m'assaillait. L'hélicoptère a finalement atterri à une distance raisonnable, et nous avons couru dans sa direction. Les secours, vêtus de vêtements de protection, ont commencé à évaluer la situation. Ils ont rapidement compris que nous avions besoin d'eau et de nourriture, et ils se sont mis à nous aider. Les enfants étaient soulagés, et je pouvais voir la lumière revenir dans leurs yeux. Émilie et moi avons pris un moment pour nous serrer dans les bras, émus par la survie que nous avions arrachée aux griffes du désespoir. Nous avions été résilients, et notre communauté s'était battue ensemble. Après notre évacuation, la route vers la récupération fut longue et semée d'embûches. Nous avons été emmenés dans un centre d'évacuation, où des médecins et des bénévoles ont pris soin de nous. Les enfants ont été examinés, et bien que beaucoup aient souffert de déshydratation et de fatigue, ils étaient sains et saufs. Émilie et moi avons pris le temps de réfléchir à notre expérience, à la force de notre communauté et à la façon dont nous avions surmonté l'adversité ensemble. Chaque jour était un nouveau défi, mais nous avions appris à nous battre pour nos vies et pour celles de ceux que nous aimions. Avec le temps, les choses ont commencé à s'améliorer. Des équipes de secours ont été envoyées pour évaluer les dégâts, et nous avons commencé à planifier notre retour dans le village. Je savais que la route serait longue, mais je sentais que nous étions prêts à affronter tout ce qui viendrait. L'amour et la solidarité qui avaient vu le jour pendant cette crise nous avaient unis comme jamais auparavant. Nous étions une famille, et je savais que, quel que soit l'avenir, nous serions toujours là les uns pour les autres. Le jour du retour dans le village est enfin arrivé. Nous avons quitté le centre d'évacuation avec un mélange de tristesse et d'espoir. En approchant de notre maison, le paysage dévasté m'a frappé. Le volcan avait laissé des cicatrices indélébiles, mais je savais que nous devions reconstruire. Les villageois qui avaient survécu étaient déjà là, travaillant ensemble pour nettoyer et restaurer ce qui pouvait l'être. J'ai été submergé par l'émotion, sachant que nous n'étions pas seuls dans notre lutte. Nous avions perdu tant de choses, mais la communauté était toujours debout, prête à se battre. Nous avons commencé à remettre en état notre maison, mais chaque coup de balai révélait les souvenirs que nous avions perdus. J'ai regardé mes enfants, leurs visages marqués par les épreuves, mais je voyais aussi la détermination dans leurs yeux. Ils avaient survécu, et ils allaient prospérer. Les semaines se sont écoulées, et peu à peu, le village a commencé à se relever. Les rires des enfants ont résonné à nouveau dans les rues, et les histoires d'espoir ont commencé à remplacer les souvenirs sombres de notre épreuve. La solidarité qui avait émergé pendant la crise était devenue notre force. Avec le temps, la vie a commencé à reprendre son cours.
Nous avons appris à vivre avec les cicatrices du passé, mais nous avons également découvert une nouvelle force en nous. Le volcan continuait de gronder au loin, mais nous avions trouvé un moyen de coexister avec la nature, respectant sa puissance tout en célébrant notre résilience. Émilie et moi avons pris la décision de créer un centre communautaire pour aider les survivants et les nouveaux arrivants. Nous savions que la récupération serait un long voyage, mais nous étions déterminés à soutenir ceux qui en avaient besoin. Les souvenirs de notre lutte étaient gravés dans nos cœurs, mais nous avions également des rêves pour l'avenir. Chaque jour, nous travaillons ensemble, construisant un avenir meilleur pour nos enfants. Nous avons organisé des événements pour renforcer la communauté, rassemblant tout le monde autour de repas partagés et de célébrations. Les enfants ont commencé à retrouver leur joie, et leur rire résonnait à nouveau dans les rues. L'esprit de la communauté est devenu notre phare dans les moments difficiles. Nous avons appris à célébrer nos victoires, petites et grandes, et à soutenir les uns les autres dans les moments de chagrin. Chaque anniversaire, chaque fête était une occasion de se rassembler et de se remémorer notre force collective. Les souvenirs de notre lutte étaient toujours présents, mais ils étaient maintenant teintés d'espoir. Nous avons commencé à planter des arbres et à faire pousser des jardins, symbole de notre résilience. La vie a commencé à fleurir à nouveau dans le village, et je me suis senti comblé de gratitude pour chaque instant. Émilie et moi avons trouvé un sens de paix dans notre nouvelle vie. Nous avons pris le temps de nous concentrer sur nos enfants, leur offrant un environnement sûr et aimant. Chaque jour était une bénédiction, et nous avons appris à chérir les moments simples. Les années ont passé, et mes enfants sont devenus des jeunes adultes. Nous avons partagé notre histoire avec la prochaine génération, leur transmettant les leçons de notre lutte. Nous leur avons appris l'importance de la solidarité, du courage et de l'amour. Nous avons fondé un groupe communautaire qui se consacrait à la préparation aux catastrophes, pour que notre village soit toujours prêt à faire face à l'inattendu. Les enfants ont pris les devants, organisant des formations et des événements pour sensibiliser les autres à la résilience. Je me suis souvent retrouvé à contempler le paysage, rappelant les épreuves que nous avions traversées. Le volcan était toujours là, mais il ne me faisait plus peur. Au contraire, il était devenu un symbole de notre force et de notre capacité à surmonter l'adversité. Un jour, alors que le soleil se levait sur le village, j'ai ressenti une vague d'espoir et de gratitude. Nous avions traversé tant de choses ensemble, mais nous étions toujours là, unis et plus forts que jamais. La vie avait repris son cours, et je savais que nous avions non seulement survécu, mais que nous avions aussi prospéré. La communauté était devenue un exemple de résilience pour les autres. Notre histoire était devenue une source d'inspiration, et j'ai ressenti une immense fierté en voyant les enfants jouer et rire, profitant de la vie que nous avions reconstruite ensemble. La nouvelle aube symbolisait un nouveau départ, un avenir rempli d'espoir. J'ai pris un moment pour apprécier tout ce que nous avions accompli, réalisant que notre force résidait dans notre unité. Nous avions affronté l'enfer, mais nous avions également trouvé un chemin vers la lumière. Et avec cette lumière, nous étions prêts à bâtir un avenir encore plus brillant.